Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Bienvenue au salon Moto Bruxelles 2020. Cette année, on est encore gâté côté nouveautés trail, que ce soit en petite, moyenne et grosse cylindrée. J'ai d'ailleurs pas mal de nouveautés à vous présenter, que ce soit chez KTM qui est juste ici, BMW, Ducati, on a aussi Triumph qui a pas mal de choses à montrer, Husqvarna, on a Honda. Bref, tous les gros constructeurs et les petits constructeurs sont présents et je vous propose que l'on attaque tout de suite par les nouveautés de chez KTM. Après la 790 Adventure qui est sortie l'an dernier, KTM revient cette année pour s'attaquer au marché du trail de moyenne cylindrée, qui est aussi pas mal en expansion l'air de rien, avec la 390 Adventure. Alors ici, la philosophie est un petit peu différente de la 790, puisqu'on va être sur une moto qui est quand même plus typée routière, mais qui va être quand même capable de s'aventurer dans les chemins de temps en temps. Au niveau du moteur, on retrouve le monocylindre de la 390 Duke, à savoir un moteur qui développe 43,5 chevaux à 9000 tours et 37 Nm de couple à 7000 tours. Donc on est vraiment sur un moteur qui est strictement identique. La différence va se jouer en fait sur la poignée d'accélérateur qui est électronique. L'accélérateur sera ainsi beaucoup plus doux et progressif sur cette version Adventure que sur la version Roadster. Pour ce qui est de la suspension et du freinage, on retrouve quand même des trucs vraiment sympas, puisque regardez, on retrouve des fourches et des amortisseurs WP avec 17 cm de débattement à l'avant et à l'arrière. Un freinage monodisque à l'avant de chez Bybray, qui est la filiale indienne de Brembo en fait. Autre différence notable entre la 790 et la 390, c'est le réservoir qui là est un réservoir haut de 14,5 litres. Il n'est pas du tout placé bas comme sur la 790. Et au niveau des jantes, on a un seul choix, à savoir des jantes à bâton qui sont chaussées avec des pneus Continental TKC 70 de série, très sympa pour la route, mais aussi adapté pour faire un petit peu de chemin de temps en temps, tant que ça reste sec. Pour ce qui est de l'équipement, là aussi, elle n'est pas en reste puisqu'elle dispose du même écran TFT que sur la 790 Adventure ou 790 hein, si vous êtes en Belgique. Également, petit point de détail que je trouve vraiment sympa et qu'on n'a pas sur certaines BMW 1250 GS à 20 000 €, ce sont des commodos rétroéclairés. Donc même sur une moto à ce tarif-là, ils arrivent à mettre des commodos rétroéclairés, c'est toujours agréable. Un sélecteur de vitesse qui est repliable de série, des gros repose-pieds sur lesquels on peut retirer les caoutchoucs pour être bien confort quand on est en chemin, une petite bulle qui est réglable avec ses outils, un éclairage LED complet que ce soit au niveau des clignotants, du feu arrière ou encore du feu avant qui est très caractéristique de chez KTM, et une selle monobloc très typée Adventure mais qui peut aussi être capable d'accueillir un second passager. Autre grosse différence sur cette 390 par rapport au reste de la gamme Adventure, c'est son accessibilité, puisque la selle vient ici culminer à seulement 855 mm, ce qui la rend beaucoup plus accessible qu'une 790 ou encore une 1290. Donc de ce fait là aussi, si vous êtes jeune permis ou que vous voulez débuter en chemin avec une moto, ça peut être tout à fait un candidat idéal pour pouvoir vous lancer avec ce type de machine. Dernier détail à savoir, le prix. Donc là je vais vous annoncer les prix en Belgique, mais ce sera sûrement assez similaire en France. La KTM 390 Adventure sera proposée au prix public de 6 499 € en deux coloris, soit le blanc que vous voyez ici, soit le orange, et il n'y aura vraiment qu'une seule version. Il n'est pas prévu qu'il y ait une version R plus radicale. Ah oui, au fait, je vous ai pas dit, mais pour la 790 Adventure R, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vais enfin la tester cette année. Je me suis arrangé avec KTM Belgique et on va voir pour que je puisse la tester durant le premier semestre. Donc attendez-vous à voir un essai complet de la 790 Adventure R sur la chaîne très bientôt. Côté Husqvarna, on a offert une petite cure de sécurité et d'électronique à la 701 Enduro et Supermotard. Nous forcément on va parler de la version Enduro qui nous intéresse le plus, avec tout simplement l'ajout d'un petit boîtier ici qui permet comme ça de contrôler un traction control mais également des modes de conduite directement au guidon. Donc pour le coup on voit vraiment que ça a été ajouté de manière très simple et épurée, avec un ajout sur le côté droit du commodo gauche. Comme ça, on peut directement venir choisir entre deux niveaux de traction control ou le désactiver complètement, et également choisir entre différents modes de conduite pour avoir une accélération plus ou moins bouillonnante, puisque le monocylindre de 74 chevaux est toujours présent avec donc cette grosse fourche de 25 mm plus la suspension arrière aussi WP. Ça fait toujours un combiné qui est extrêmement performant pour pouvoir rouler en chemin, et ça reste toujours l'un des trails, si je puis dire, les plus performants du marché. Forcément, par contre, vous allez clairement pas être sur une moto qui est adaptée pour la route. On est sur une moto qui est pas hyper confortable, mais au moins vous pouvez vous éclater dans les chemins sans trop de difficultés. Et si par contre justement vous avez toujours peur de tomber en rade au niveau essence, il existe désormais une nouvelle version. C'est la version LR, donc LR pour Long Range, qui vient ici non pas proposer un réservoir à l'arrière comme on a d'origine sur la 701, mais bien un second réservoir en plus qui va se trouver ici à l'avant et qui est assez massif, hein, bien visible. Et ça vient ainsi porter la quantité d'essence transportable dans la 701 à 25 litres. Donc autant vous dire que là, clairement, on devrait pouvoir taper dans les 500 km sans trop de problème, puisque le monocylindre est quand même réputé pour ne pas être trop gourmand. Et d'ailleurs, petit détail intéressant hein, sur cette 701 Long Range, c'est que vous n'avez pas une bascule automatique d'un réservoir à l'autre. Vous devez simplement basculer grâce à ce bouton qui vous permet comme ça de passer d'un réservoir à l'autre lorsque le moteur est allumé. Pour le reste, c'est clairement identique à une 701 Enduro classique. Vous n'allez avoir aucune autre différence, si ce n'est le prix, puisque cette version Long Range est proposée au prix de 1 000 € supplémentaires par rapport à une 701 Enduro classique, ce qui
qui vient porter son prix à 11 345 € pour la long range et à 10 345 € pour la 700 Enduro normale. Sur le stand Suzuki, qui n'est pas tenu par Suzuki cette année au Salon de la Moto Belgique, mais plutôt par les concessionnaires de Belgique, on va retrouver la nouvelle V-Strom 1050. Alors c'est une vraie nouvelle moto pour le coup, il y a énormément de choses qui ont changé sur cette machine. C'est pas juste un coloris et 3 accessoires en plus. On va retrouver quand même le même moteur que précédemment, donc le moteur de 1037 cm3 en V-twin à 90 degrés, qui développe désormais 107 chevaux, donc il a pris 7 chevaux supplémentaires par rapport à l'ancien modèle. Mais surtout, là où ça change beaucoup, c'est surtout le reste. Donc déjà le design clairement a changé. Ils ont essayé de s'inspirer donc du DR Big de l'époque. Malheureusement, ils ont repris que le design, ils n'ont pas repris les caractéristiques techniques plus axées tout terrain. Donc ça reste vraiment un trail très typé routier, mais bon, on va pas bouder son plaisir, c'est quand même assez sympa au niveau look. Et c'est vrai que ce coloris orange et blanc ou encore le coloris tout jaune, ça change vraiment du sempiternel noir qu'on commence à avoir un peu trop l'habitude. Là où ça a pas mal changé, c'est quand même sur la partie technologie. Là, Suzuki a clairement monté d'un cran puisqu'on va retrouver maintenant un accélérateur électronique avec des modes de conduite, un écran LCD assez large, donc on n'est pas encore sur les écrans TFT qu'on peut retrouver sur d'autres machines, mais au moins là vous avez comme ça toutes les informations qui s'affichent directement et facilement sur l'écran. Un régulateur de vitesse qui est présent donc sur la finition haut de gamme XT, une nouvelle centrale inertielle qui est intégrée directement sur la machine et qui permet comme ça à la moto de contrôler automatiquement l'accélération, la traction et également le freinage, notamment dans les courbes et en situation d'urgence, donc ça vous apporte un gain supplémentaire en termes de confort et de sécurité. L'éclairage passe également full LED, que ce soit les clignotants, le feu de route, le feu de croisement ou encore le feu de position. Sachez également que la bulle qui est fournie de série est réglable sur plusieurs niveaux à l'aide d'un bouton sur l'avant de la moto, donc il faut descendre de la moto ou chevaucher la moto comme ça pour accéder au bouton. C'est pas forcément le plus pratique, mais bon, normalement vous faites pas ça régulièrement, donc ça devrait aller. Et dernier détail sympa à savoir, c'est qu'on a une barre directement de série sur la machine pour pouvoir venir fixer son GPS. Au niveau confort et ergonomie, on va retrouver une selle qui est relativement large sur l'arrière mais assez étroite sur l'avant, avec des zones un petit peu antidérapantes, donc ça promet comme ça un confort assez sympa sur route. En tout cas, avec ces 850 mm de hauteur de selle, on est quand même bien assis, on est bien posé à plat. Moi, j'ai les pieds quand même relativement à plat avec mon 1,80 m. Donc si vous êtes un peu plus petit, vous serez un peu sur la pointe des pieds, mais c'est vrai qu'elle reste quand même très fine à ce niveau-là et au niveau de l'entrejambe. Donc ça ne devrait pas poser de soucis en tout cas pour pouvoir la maîtriser. Comme je vous le disais juste avant, on est clairement sur un trail routier avec donc des jantes qui vont être en 19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière. Et que ce soit pour la version entrée de gamme ou la version plus haut de gamme XT, on va retrouver dans les deux cas des jantes tubeless, donc pas besoin de chambre à air, même avec le modèle à jante à rayon. Pour la partie suspension avant, on va retrouver une fourche KYB de 43 mm de diamètre qui est réglable manuellement à l'aide d'outils. Et à l'arrière, on va retrouver un mono-amortisseur qui est réglable manuellement à l'aide d'une molette. Et l'ensemble aura environ un débattement de 16 à 17 cm. C'est difficile à dire puisque Suzuki ne donne pas l'information, que ce soit ici ou sur son site internet. Mais bon, clairement, comme on est sur un trail routier, le débattement n'a pas forcément autant d'importance que pour une moto plus axée tout terrain. La contenance du réservoir atteint les 20 litres et avec sa conso d'environ 5 litres au 100, on devrait pouvoir taper dans les 400 km, ce qui est franchement intéressant pour faire des longues liaisons entre deux stations-service. Dernier détail à connaître, les prix, puisque donc la version classique de cette nouvelle 1050 est proposée à environ 13 000 € et cette version XT, donc qui va retrouver les jantes à rayons, le régulateur de vitesse et pas mal d'options supplémentaires, va quant à elle monter à environ 14 600 €. Personnellement, je suis agréablement surpris par la qualité de finition qui est vraiment en hausse, que ce soit les commodos, les boutons, la finition au niveau des câblages. On a vraiment un cran qui a été monté chez Suzuki, donc ça fait vraiment plaisir de voir que petit à petit, on arrive sur des standards de qualité qui sont plus en phase avec les autres concurrentes du marché. Sur le stand Honda, la demi-nouveauté, puisqu'elle est déjà connue depuis plusieurs mois et pas mal de journalistes l'ont déjà testée, c'est la nouvelle Africa Twin CRF 1100. Pourquoi 1100? Tout simplement parce que le moteur a pris en cylindrée, elle s'est allégée, elle s'est uniformisée aussi en termes de caractéristiques de hauteur de selle entre la version entrée de gamme entre guillemets qui est plutôt pensée pour le tout-terrain et la version Adventure Sport qui maintenant devient une routière accomplie en proposant énormément d'équipements et de fonctions de confort supplémentaires par rapport à la version classique. Alors pourquoi je dis qu'elles se sont uniformisées? Tout simplement parce que désormais la hauteur de selle est la même entre la Adventure Sport et l'Africa Twin classique. On se retrouve maintenant avec 850 mm de hauteur de selle minimum et 870 mm si on la met en position haute. Sur la fourche et la suspension, c'est le même principe. Dans les deux cas, on va se retrouver avec une fourche de 45 mm de diamètre avec 23 cm de débattement à l'avant et 22 cm de débattement à l'arrière au niveau de l'amortisseur. Dernier détail en commun entre ces deux machines, ce sont la taille des jantes, puisqu'on va retrouver dans les deux cas des jantes à rayons de 21 pouces à l'avant et 18 pouces à l'arrière. Et là où les différences commencent à se faire, déjà c'est sur le type de jantes qu'on a entre les deux machines. La CRF 1100 classique va elle proposer des jantes à rayons avec chambre à air,
alors que la version Adventure Sport va elle proposer des jantes à rayons tubeless, donc sans chambre à air, ce qui vous permettra de réparer plus facilement votre pneu en cas de crevaison. L'intérêt des chambres à air sur le modèle off-road, c'est que ça va vous permettre de monter des pneus beaucoup plus agressifs en termes de pourcentage off-road, contrairement aux pneus tubeless où généralement on ne va pas dépasser des pneus 80% off-road. Sur les versions tube type, on va pouvoir trouver des pneus qui sont 90 voire 95% off-road. Autre différence entre les deux modèles, eh bien, c'est tout ce qui concerne le confort et la protection au vent, puisque le modèle off-road va proposer une bulle très courte, alors que l'Adventure Sport va proposer une bulle haute qui sera réglable sur plusieurs niveaux manuellement grâce à l'aide de deux boutons situés au-dessus du tableau de bord. Troisième différence entre ces deux modèles, eh bien, c'est le réservoir qui est de 18,8 litres d'un côté sur le modèle off-road et 24,8 litres sur le modèle plutôt routier avec l'Adventure Sport, ce qui permet comme ça de faire facilement 300 à 400 km d'autonomie en fonction de la manière dont vous roulez. La face avant sera également un petit peu différente entre la version off-road et cette version routière, puisque cette version routière intégrera deux séries des éclairages ici additionnels qui viendront en fait s'illuminer de plus en plus fort en fonction de l'angle que vous avez dans votre virage. Donc c'est assez pratique quand vous roulez de nuit et que vous n'avez pas une bonne visibilité, ça vous apporte quand même un vrai plus en termes de visibilité. Et enfin, dernière grosse différence entre les deux, eh bien c'est le poids, puisque forcément avec plus d'équipement, un plus gros réservoir, la moto est un peu plus lourde en version Adventure Sport par rapport à la version classique. On se retrouve ainsi avec une Africa Twin Adventure Sport qui vient taper dans les 240 kg en boîte manuelle et 250 kg en boîte DCT, donc la fameuse boîte à double embrayage de Honda. Et pour le modèle plutôt typé off-road, on sera dans les 226 kg en boîte manuelle et 236 kg avec la version DCT. Côté électronique, là aussi l'Africa Twin a fait clairement le plein pour essayer de s'armer face à la concurrence européenne, avec notamment la présence d'un très grand écran tactile qui est capable d'ailleurs de communiquer avec votre smartphone en CarPlay. Donc désolé pour les gens qui ont des téléphones sur Android, vous ne pourrez pas utiliser Android Auto sur cette Africa Twin. Tout cela se pilote bien entendu grâce au gros commodo situé sur la gauche. Alors c'est vrai que ça peut paraître assez imposant, mais au moins ils ont mis un bouton pour chaque fonction. Donc je pense qu'il faut juste s'habituer, mais une fois qu'on a pris le coup de main, ça doit aller globalement facilement. Dernier élément électronique de taille, qui est vraiment la grosse différence aussi entre la version Africa Twin classique et la version Adventure Sport, c'est la présence d'une suspension électronique. Donc vous pouvez comme ça directement la régler au commodo sur cette version Adventure Sport. C'est une option payante bien entendu, mais ça vous permet comme ça de profiter de réglages préétablis par Honda si justement vous n'êtes pas trop à l'aise avec tous ces systèmes de réglage manuel au niveau de la fourche et de l'amortisseur. En termes de tarifs, l'Africa Twin CRF 1100 classique va s'échelonner entre 4 500 € et 15 800 € en fonction de si vous prenez la boîte manuelle ou la boîte à double embrayage. Et la version Adventure Sport, quant à elle, s'échelonnera entre 16 500 € pour la version boîte manuelle coloris noir et 19 300 € pour la version boîte DCT avec suspension électronique. Sur le stand Yamaha, on peut retrouver la nouvelle Tracer 700 qui est une vraie évolution puisqu'elle n'avait pas bougé en fait depuis juin 2016, le jour de son lancement. La grosse différence, c'est que le moteur maintenant CP2 est compatible Euro 5, donc il va suivre pour les futures normes anti-pollution. Il y a un gros changement au niveau du design. Vous voyez, on va retrouver cette espèce de filament pour les feux de position, un peu comme sur les Yamaha R1 et R6, avec des éclairages LED ici en dessous directement. C'est un look très extraterrestre, assez spécial. Ça plaira pas forcément à tout le monde, ça c'est sûr. Dans les autres nouveautés intéressantes à voir, c'est qu'on a une nouvelle bulle. Donc là, c'est la bulle qui est ici, c'est une bulle en option, elle est très grande. Donc elle est un peu plus petite normalement, mais ce qui est sympa, c'est que maintenant elle est complètement réglable à la main. Donc vous avez comme ça une poignée qui vous permet comme ça de la régler facilement. Donc ce nouveau design plus cette nouvelle bulle, je trouve franchement que ça lui donne un design beaucoup plus sportif que l'ancienne et elle cultive ainsi un look beaucoup plus typé trail routier sportif qu'auparavant. Parmi les autres nouveautés qu'on va retrouver sur ce modèle, ce sont des nouveaux pare-vents, donc pas forcément des pare-mains pour le coup vu le style, mais au moins ça va protéger le haut de vos mains du froid. Également des nouveaux clignotants LED, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc voilà en gros pour le reste des nouveautés d'équipement. Pour le reste, tout ce que vous voyez, la bulle haute, les protections, les lumières, là c'est le confort, les valises, tout ça c'est de l'option que vous pouvez rajouter en supplément si vous le souhaitez, moyennant finance dans le catalogue Yamaha. Ce moteur Euro 5 développe toujours 73,4 chevaux à 8750 tours et 68 Nm de couple à 6500 tours. Et bien entendu, il est compatible pour les permis A et les permis A2. En tout cas, côté accessibilité, elle reste toujours une moto extrêmement accessible puisqu'on est sur une selle qui va culminer à 840 mm de hauteur, 855 si vous mettez en selle haute. Et son poids reste identique au précédent modèle avec 196 kg tout plein fait sur la balance. Donc on reste sur un poids identique au modèle précédent. Chez Ducati, on a une petite nouveauté avec la Multistrada 1260S en livrée Grand Tour. Alors qu'est-ce que cette livrée Grand Tour? C'est tout simplement une version full option qui va proposer à peu près toutes les options du catalogue de la Multistrada directement de série sur cette machine. Donc là, elle va être proposée de ce fait-là à 22 690 €, mais vous n'avez pas grand-chose à aller chercher d'autre puisque la bagagerie est intégrée. Vous allez retrouver un shifter, de la suspension électronique, de l'éclairage cornering, c'est-à-dire de l'éclairage qui se met quand vous êtes en train de tourner, les anti-brouillards, démarrage sans clé, capteur de pression. Bref, la liste est extrêmement longue et je vous conseille d'aller simplement voir le site de Ducati pour voir toutes les options que propose ce modèle Grand Tour.
Chez BMW, on a deux grosses nouveautés avec pour moi la plus importante, à savoir la F900 XR. Vous prenez en fait une BMW S1000 XR qui est un peu le trail routier sportif de chez BM. Vous le mélangez un petit peu avec une BMW F850 GS qui est le trail moyenne cylindrée de chez BM et vous obtenez ainsi la F900 XR qui est le trail sportif routier de moyenne cylindrée de chez BMW. Sur cette F900 XR, on va retrouver donc le moteur bicylindre de 895 cm3 qui développe 105 chevaux et 92 Nm de couple à 6500 tours. Donc ça promet quand même des belles accélérations et des belles performances. Petite précision moteur pour les gens qui voudraient se l'acheter en permis A2, sachez qu'il existe une version spécifique A2 donc qui est donc moins puissante puisque celle-ci va venir donc développer 48 chevaux mais également 88 Nm de couple à 6750 tours minute. Au niveau freinage, on va retrouver du Brembo à l'avant, à l'arrière. Concernant la fourche, de base, on est sur une fourche qui est non réglable à l'avant et réglable manuellement à l'arrière et vous pouvez bien entendu, si vous le souhaitez, piocher dans le pack d'options BMW pour prendre la suspension électronique qui dans ce cas-là devient directement commandable au guidon. D'ailleurs, en parlant d'options et d'équipement, cette moto démarre au prix de 11 450 €. De base, elle n'est pas super équipée, comme d'habitude chez BMW, on aime bien fournir une version assez dépouillée en entrée de gamme, puis l'enrichir avec des packs d'options. De ce fait-là, de série, vous allez retrouver le grand écran TFT, un éclairage full LED, un anti-patinage, deux modes de conduite, mode pluie et mode route, une prise 12 volts et enfin une mini-bulle réglable manuellement directement au-dessus de l'écran. Trail routier sportif oblige, ici on va privilégier l'accessibilité avec une selle qui va cumuler à 825 mm de hauteur de selle. Donc là aussi, c'est franchement très accessible. Moi qui fais 1m80, j'ai les pieds bien à plat. Et Stéphane, que je vous montre directement sur l'écran, qui est un petit peu plus petit que moi, lui aussi a les pieds bien à plat. Il est dans les 1m75, si je dis pas de bêtises. Et voilà, il n'y a pas spécialement de soucis pour pouvoir la gérer. En plus, elle fait 219 kg avec le plein, donc je pense que ça reste tout à fait gérable si vous n'êtes pas spécialement grand et que vous avez envie justement de trouver un bon trail sportif capable de pouvoir vous suivre dans vos aventures du quotidien ou pour le week-end sur les routes de montagne par exemple. C'est vraiment une moto qui m'intrigue et j'espère pouvoir vraiment la tester cette année afin de voir un petit peu ce qu'elle donne en termes de comportement routier. L'autre grosse nouveauté trail chez BMW, ce n'est pas cette S1000 RR, vous en doutez, avec son bouillonnant 4 cylindres qui développe 207 chevaux, mais plutôt le moteur cette S1000 RR qui a été transféré dans la nouvelle BMW S1000 XR, le fameux trail sportif le plus vendu actuellement au niveau des motos gros cylindrés. Ici, il a tout de même été un petit peu assagi puisqu'il développe maintenant 165 chevaux pour 11 000 tours minute, ce qui est tout simplement encore énorme, qu'on se le dise. On retrouve également 114 Nm de couple à 9250 tours, donc autant vous dire que ça doit être un gros monstre. Surtout qu'en plus, elle a perdu 10 kg. Maintenant, elle fait 226 kg tout plein fait. Et pour être capable de suivre avec ce nouveau moteur, on retrouve également un châssis 100% nouveau. En tout cas, côté accueil et confort de selle, c'est clairement mieux que la S1000 RR puisque là, on est sur une selle qui vient tout de même cumuler à 840 mm, donc c'est quand même pas super bas. Les gens les plus petits seront peut-être un petit peu sur la pointe des pieds. Et surtout, la selle est très large. Pourquoi? Parce que il faut être capable d'encaisser les 160 chevaux quand vous êtes en train d'accélérer. Donc on est vraiment sur une selle qui est bien creusée. Mais je trouve qu'on est vraiment à l'aise en tout cas dessus. Ah non mais sérieux, t'as vraiment le cul calé quoi. Tu peux y aller, t'es bien là, tu peux pas sortir. Donc vraiment, on est sur une moto qui est relookée en termes de style. Un petit côté insectoïde je trouve avec cette avant, mais bon après voilà, c'est pas forcément au goût de tout le monde. Moi j'aime bien, je trouve ça assez sympa. Plus légère comme je vous le disais, avec 10 kg de moins sur la balance. Nouveau moteur, donc plus de performance, mais également plus technologique puisqu'elle va bénéficier de toutes les dernières technologies qu'on retrouve sur la 1250 GS, sur la 900 XR que je vous ai montré juste avant, la S1000 RR, donc à savoir les classiques écran TFT couleur, prise 12 volts, suspension électronique, démarrage sans clé, appel d'urgence en cas d'accident. Bref, là aussi, la liste d'options et de possibilités est assez longue, mais sachez qu'elle démarre à 17 650 € et dans cette version un peu toute option que l'on a ici présentée, on est dans les environs de 21-22 000 €. Donc vous voyez un petit peu comme ça le panel de possibilités que vous pouvez envisager pour vous faire soit un trail ultra sportif très épuré en termes d'équipement ou un trail ultra sportif et super équipé. Chez Harley, on va retrouver un trail, et oui, enfin en tout cas un prototype de trail, un prototype de style puisque pour l'instant rien n'est arrêté sur la partie technique, c'est la Panamerica, donc modèle qui a déjà fait pas mal parler de lui de par son style un peu particulier, très différent, et moi je trouve ça bien justement qu'ils n'ont pas commencé à essayer de faire un bec de canard pour ressembler à tous les autres trails du marché. Ils ont leur style, ils ont une image et une personnalité qui est propre. On a bien ainsi un trail un peu bourrin à l'américaine avec donc une chaîne, mais par contre on n'a pas beaucoup de détails techniques pour l'instant sur le moteur, les spécifications. En tout cas, ce qu'on a pu voir au niveau des petits détails qu'on a pu repérer par-ci par-là, c'est qu'on est sur de la suspension full électronique, que ce soit à l'avant, à l'arrière. On va retrouver des jantes qui sont tubeless en 19 et 17 pouces, là avec du Michelin Anaki Wild qui est monté de série, un grand écran TFT qui ne semble pas tactile, tout pilotable au guidon,
un régulateur de vitesse, un système d'éclairage qui est full LED. La bulle est réglable manuellement avec une petite vis qui se trouve sur le côté. Et en ce qui concerne les accessoires de bagagerie, on a reconnu en tout cas les accessoires de bagagerie de chez SW Motec qui semblent donc avoir fait un partenariat avec Harley pour équiper ce futur modèle Panamérica. La selle semble bien accueillante et bien large, que ce soit pour le pilote ou le passager, avec également la présence de grosses poignées pour le passager et de repose-pied assez large. On remarque également du bon gros freinage avec la présence de bons gros étriers, ce qui est sûrement signe que ça va être une moto relativement lourde, surtout quand on voit la taille et le gabarit de la bête. Mais vous allez voir que quand vous la voyez en vrai, elle fait pas si grosse que ça, et clairement on est sur un gabarit qui est plus fin qu'une 1250 GS Adventure. On est plutôt en fait dans le gabarit d'une Tiger 1200 chez Triumph. On espère qu'il y aura quelques petits ajustements qui vont être faits. On pense notamment aux espèces de bobines ou bougies d'allumage qui sont sur le côté avec les câbles visibles. C'est pas forcément nickel quand on va jouer dans les chemins et qu'on chute, ça peut s'abîmer ou s'arracher. Ou encore le régulateur de tension qui est carrément exposé au niveau du sabot moteur qui est bien découpé, sûrement pour bien refroidir mais aussi sûrement pour bien prendre les cailloux si on roule en tout terrain. Donc bon, pour l'instant c'est un prototype de style, mais personnellement j'ai franchement hâte de voir la version finale et de l'essayer pour voir ce que vaudrait un trail Harley. Et pour finir notre tour des nouveautés trail sur ce salon moto Bruxelles 2020, on va parler donc des nouveautés de chez Triumph avec donc deux nouveautés. Une assez inattendue, j'étais pas au courant du tout, c'est la présence donc de deux séries spéciales en Tiger 1200, donc la Tiger 1200 Alpine Edition et la Tiger 1200 Desert Edition. Alors qu'est-ce que sont ces éditions spéciales? Ce sont tout simplement des coloris spécifiques basés sur les modèles haut de gamme en version routière et en version off-road. Donc on va ainsi retrouver donc une XRT, le haut de gamme routier avec un coloris blanc spécifique, des parties qui sont noires, un cadre noir, tout un tas de zones en fait noires qui sont chromées d'habitude et une décoration graphique assez spécifique sur l'avant et également sur le côté de la machine. Donc voilà, c'est juste ça qui change, pour le reste c'est la même chose. Là on est sur une moto qui sera donc proposée à 18 400 €. Et pour la Desert Edition, c'est le même principe, on est sur la base d'une XECA, donc le modèle haut de gamme plutôt typé off-road. On va pas retrouver par contre les pneus qui sont ici, ça ce sont des pneus qui ont été mis juste pour l'occasion. Vous aurez quand même les Tourance Next de série malheureusement, ça aurait été sympa qu'ils soient fournis de base. Mais on a par contre ce colorissable qui est sur la machine avec donc toutes des parties noires, le cadre aussi qui est noir au lieu d'être gris. Le sabot moteur qui là aussi est noir au lieu d'être gris, donc vraiment je trouve que l'ensemble ça rend super bien ce coloris full black. Ils auraient limite dû le faire en fait de base pour le proposer parce que c'est vraiment très joli. Et au niveau prix on est légèrement au-dessus d'une XECA classique puisqu'on est à 19 400 €. Et là comme d'habitude c'est un modèle toute option, il n'y a pas grand chose à lui rajouter de plus, il y a vraiment tout ce qu'il faut en termes de confort. Et enfin pour terminer il y a la présence donc de la Tiger 900 en version Rally Pro, version Rally et également GT Pro juste derrière. Là on a une version tout équipée avec à peu près tout le package d'accessoires disponibles. Donc c'est assez sympa parce qu'on peut voir un petit peu tout ce qui sera disponible. Je ne vais pas vous refaire la présentation de cette machine puisque j'ai fait une vidéo complète là-dessus récemment. Je vous mets le lien en descriptif si ça vous intéresse, ça vous permettra comme ça de bien comprendre toutes les différences entre l'ancienne Tiger 800 et cette nouvelle Tiger 900. Ce que j'ai pu noter par contre en petit détail sympa et intéressant, c'est bien la présence de la pédale de frein arrière qui est réglable en hauteur comme sur le Scrambler 1200. Donc ça c'est vraiment sympa pour avoir une pédale plus pratique quand on est debout et qu'on veut freiner. Autre détail intéressant, c'est la présence du catalyseur qui est juste ici. Ils l'ont pas mis sous la moto, comme c'est le cas sur mon modèle 800. Là, le catalyseur, il est directement ici. Donc là aussi, pareil, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir le poids qui est réparti un peu différemment. Et ça a aussi permis comme ça d'abaisser le moteur de quelques centimètres, comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo. Après, dans les autres détails assez cool et sympas, ce sont les crash bars qui sont proposés en option. Donc de base sur la Rally Pro et la Rally, on a donc les crash bars bas, donc plutôt les protections moteur. Et on a ça qui est proposé en option. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il se fixe avec deux points de fixation. C'est pas mal, mais j'aurais bien aimé un troisième point de fixation ici quand même pour assurer une vraie solidité. Mais en tout cas, ça devrait déjà proposer une bonne protection puisque là, vraiment, tout le côté de la moto est couvert, donc ça, c'est cool. Côté finition, ça se confirme, c'est vraiment excellent. Tout est vraiment super bien fait. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher à première vue au niveau placement des câbles, jeu au niveau des plastiques, matériaux employés, c'est vraiment quelque chose de très très propre, donc ça fait plaisir. Autre détail sympa que j'avais pas découvert en fait à travers les photos, c'est que l'amortisseur arrière est réglable maintenant manuellement avec une molette. Donc ça pareil c'est vraiment bien parce qu'avant sur la Tiger 800 il fallait utiliser un tournevis qui n'était pas toujours pratique, on n'avait pas toujours ça à disposition. Là on peut directement régler la précharge avec une molette. Sur la face avant on appréciera aussi le fait que les clignotants sont maintenant vraiment placés très haut et puis sur les côtés de la machine, donc si vous tombez en tout terrain, ça enfin fini le fait d'exploser son clignotant à chaque fois que vous faites une chute, puisque là maintenant ils sont bien couverts par le pare-main
et également les crash bars. Au niveau des accessoires sympas en tout cas qui sont proposés pour cette machine, on voit qu'il y a une protection de phare qui sera disponible directement, donc elle se fixe à l'aide de 3 vis ici. On aura donc ces crash bars qui seront proposés en option, et quand on prend les crash bars, les anti-brouillard viendront ainsi se fixer directement sur les crash bars. Autre petite chose qui m'a étonné sur cette Tiger 900, je m'attendais à retrouver un MCS Brembo radial variable comme on a sur le Scrambler 1200 ou sur la Street Triple RS, mais ici c'est pas le cas. On a un mètre cylindre plus classique de marque JL, donc je ne connais pas. Donc bon, ça c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir le mètre cylindre Brembo comme sur les autres modèles de la marque. Détail de protection là aussi bienvenue et de série sur ce modèle rallye, c'est la présence d'un sélecteur de vitesse repliable. Donc là aussi c'est bien parce qu'avant il fallait l'acheter en option pour la version XEC. Là maintenant il est fourni de série, donc ça c'est aussi un petit gain supplémentaire intéressant. Donc voilà pour les petits détails que j'ai remarqués. Après au niveau de la position de conduite, franchement c'est beaucoup plus fin que l'ancienne Tiger 800, donc ça pareil, ça va permettre une prise en main beaucoup plus facilitée. Après forcément elle est bien accrochée sur ses roues, donc difficile de voir l'équilibre et tout ça. Mais je vous promets que je vais la tester très bientôt. Normalement, si tout va bien, je devrais la tester début mars. Donc je ne vais pas la tester au Maroc, comme j'avais évoqué la peut-être possibilité. Ce ne sera pas possible. Par contre, je devrais la tester au Portugal début mars avec d'autres personnes, ce qui me permettra de vous donner un avis complet sur cette machine avant sa sortie commerciale qui devrait être aux alentours de fin mars, début avril. En tout cas, on est bien calé sur la selle. Elle est un peu creusée sur le centre, donc on n'a pas du tout les fesses qui ont tendance à partir à gauche ou à droite. Et sur la position debout, c'est bien meilleur de base que sur la Tiger 800, donc l'ancien modèle. Là, on a une vraie position qui est pensée pour être debout dès le début. Donc je pense pas que ce sera forcément nécessaire de mettre des rehausses comme sur l'ancien modèle. Donc là aussi, je trouve ça vraiment cool parce que on voit que le modèle a été plus pensé pour le tout-terrain qu'auparavant. Autre élément qu'on n'avait pas pu voir durant les présentations Triumph ou sur les photos du site, c'est l'écran en action. Et donc là, on peut voir un petit peu son fonctionnement avec donc une grande zone qui affiche les différentes indications nécessaires, donc température, service, navigation, j'imagine aussi. Et sur la droite, toute la partie contour, vitesse et rapport engagé, ainsi que le mode de conduite, l'autonomie. Bref, c'est vraiment des choses qui sont écrites en très gros, donc ça c'est vraiment bien parce que ça va être beaucoup plus lisible encore que sur le précédent modèle. Donc pour les personnes justement qui n'ont pas une vue toujours au top, je pense que ce thème devrait être intéressant pour vous. Bien entendu, il y aura plein de thèmes directement dans la machine qui seront paramétrables au niveau du Komodo, ce qui permettra comme ça de choisir un petit peu le style de son écran en fonction de ses envies. Bon voilà, ça y est, on a fait le tour des nouveautés trail du salon Moto Bruxelles 2020. J'espère que ça vous a plu. D'ailleurs Stéphane, on a été encore bien gâtés cette année, je trouve, niveau nouveauté. Ouais, pas mal de choses, pas qu'en trail, mais on a été gâtés en trail, c'est comme de dire. Ouais, d'ailleurs, il y a une nouveauté qui t'a plus plu que les autres ou pas? J'aurais dit, j'étais bien partant pour la V-Strom, ouais. Mais autant j'adore le design, beaucoup repris du DR. C'est vrai que ça fait vachement penser au DR, hein. Ça fait rêver, les lignes, ça fait rêver. Quand on voit la partie haute, ça fait rêver. Voilà. Mais la partie basse, c'est vrai que c'est un trail routier, hein, ça plaira sans aucun doute. Oui. C'est une super machine, mais c'est pas en tout cas dans mon esprit, donc je dirais plutôt un peu par défaut, mais c'est une excellente bécane, l'Africa Twin, CRF 1000. La version Adventure Sport ou plutôt la typée off-road? Plutôt la classique. Plutôt la classique, toi? J'aime bien le côté un petit peu plus fin, un petit peu plus typé, tout terrain justement. Et... fait que le réservoir soit pas trop gros, que tu puisses mettre des pneus à 95% off-road comme t'aimes bien. Par exemple. Voilà. L'Adventure Sport a un plus beau coloris, mais la classique est plus à mon goût, plus fine, plus sympa, elle a un petit côté plus tout terrain, quoi. Ouais, je pense qu'elle va pas mal trouver son public aussi, hein, de toute façon. Certainement. Face de toute façon à des motos comme la 790 Adventure R, toutes ces motos un petit peu radicales entre guillemets, même si ça reste quand même agréable et utilisable sur route. En parlant de KTM d'ailleurs, la 390 c'était une bonne surprise, hein, pour son tarif bien équipé, une belle position de conduite que j'ai préférée à la 790 d'ailleurs, assez étonnamment, mais bonne surprise sur celle-là d'ailleurs. Ok. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé là? Qu'est-ce que t'as préféré sur le salon? Moi c'est un peu la Tiger 900. On s'y attendait. Voilà, la Rally Pro. Vraiment ça confirme en tout cas tout ce que je pensais. Ça fait plaisir, on voit vraiment qu'ils ont écouté les gens, ils ont écouté les remontées qu'on avait pu dire sur la 800, les trucs qui allaient, les trucs qui allaient pas. Ouais. Et j'ai vraiment hâte de la tester parce que là pour le coup je pense qu'ils nous ont sorti une bécane vraiment attrayante et intéressante, que ce soit en termes de spec que en termes de tarifs, parce que l'air de rien, quand on voit tout ce qui est en train de sortir avec des tarifs assez costauds, celle-là aussi elle a un tarif quand même costaud, mais ça reste quand même bien placé en rapport équipement-prix, même si bien entendu on n'est pas sur le prix d'un Vestrom 1050 qui lui pour le coup est sacrément bien placé en prix mais qui est très typé routier, quoi. Là pour le coup c'est vrai que la Tiger, j'aurais pu donner cette réponse là, je ne l'ai pas fait simplement parce que je m'attendais à ta réponse, mais c'est vrai que c'est aussi un des meilleurs trails du moment, tout simplement. Bon c'est cool.
Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez retrouver une version écrite, n'hésitez pas à consulter le lien que je vous mets juste ici, juste au-dessus de la tête de Stéphane. C'est pour consulter donc notre article sur le site Motard Adventure. Donc vous retrouverez comme ça toutes les photos et l'article de Stéphane sur le site. On mettra également cette vidéo si vous souhaitez la revisionner. Et après, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, faites-vous plaisir juste en dessous, c'est fait pour ça. Et si vous découvrez ma chaîne pour la première fois par le biais de cette vidéo, bienvenue et surtout n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut!